Avant de lancer cet épisode, je vous présente notre sponsor QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française et le service client est basé en France. En description, QuickBooks vous offre moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Un grand merci à eux de soutenir ce podcast. Bon visionnage. Salut Léna, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va ? Ça va super, je suis super content de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Moi, je suis très honorée. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. C'est trop chouette. Et c'est trop cool. On va aborder pas mal de sujets. Ouais. T'as un parcours assez impressionnant, assez atypique. Ah bon ? Ouais, exactement. Ouais. Super. Et on va axer cet épisode justement sur ton expertise qui est le fait de maîtriser sa voix, notamment. Chaque épisode, je démarre sur le parcours. D'accord. Et ce qui m'intéresse en première question, c'est de savoir dans quel environnement tu as grandi. Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai grandi dans un environnement finalement avec beaucoup de personnes qui entreprenaient, puisque j'ai mon papa qui est entrepreneur, j'ai ma maman qui est chef d'entreprise, et j'ai des grands-parents, en tout cas les grands-parents que j'ai connus, qui eux aussi ont ouvert des business, alors plus du coup dans un autre domaine d'activité, puisque mes grands-parents sont dans la restauration et la boulangerie. Et mon père est dans carrément l'électricité, donc rien à voir. Mais j'ai quand même grandi dans un environnement familial où les gens y allaient pour bosser, quoi. J'ai été, biberonnée par ce genre de mindset, ce genre d'ambition, de se battre pour ce qu'on veut et pour ses ambitions. Donc, je pense que ça m'a mis sur les bonnes rails, petite. Et en même temps, la réalité de l'entrepreneuriat avec toutes les galères aussi. Ouais, carrément. Et pas forcément une fausse idée, tu vois, de la ça. Valeur du travail. Je pense que vraiment, ce qui m'a été inculqué par ma famille depuis petite, c'est la valeur du travail. Le fait que, ça tombe pas tout cru dans l'assiette et que si on veut quelque chose, faut aller le chercher. Exactement. Et du coup, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as fait avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ? En fait, j'ai toujours commencé dans l'entrepreneuriat parce que concrètement, j'ai passé mon bac et j'ai ouvert mon auto-entreprise 6 mois après. Donc, j'ai toujours fait mon activité parce que c'est ma passion et c'est quelque chose qui m'a fait vibrer depuis le début. Et j'ai commencé, je crois que j'ai donné mon premier coaching, je devais avoir peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. C'était en moi, j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres. Et comme j'aimais l'univers de la voix et de la musique, je me dis, tiens, peut-être que je pourrais les aider avec ça. Et peut-être que c'est là que je vais être brillante. Mais voilà, ça a toujours été dans ce domaine-là. Et du coup, depuis toujours, en fait. Ouais, t'as été entreprenante très tôt. Ouais. Et ça se ressent même dans ton énergie, je trouve. Ah bon ? Tu sors une énergie positive, tu vois, okay. Et du coup, ça se ressent aussi, tu vois, ce genre de choses. Par rapport à la voix, une de mes premières questions, c'est à quel âge tu t'es intéressée pour la première fois à ta voix ? Alors, je ne sais pas s'il y a un âge vraiment où j'ai eu un turning point ou une espèce de déclic. Je sais que j'ai ma nounou qui m'a toujours dit que je chantais avant de parler, que je ne sais pas à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est des petits sons peut-être. Mais j'ai toujours aimé ça, en fait. J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé ce moment super convivial. En fait, où quand quelqu'un entonne une chanson, tout le monde est un petit peu happé et puis tout le monde soit rejoint, soit écoute. Je trouve que c'est un chouette moment de partage et c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Je sais pas s'il y a un moment particulier, je pense que c'est depuis le début, en fait. Ça m'a toujours portée. Très naturellement, c'est le chant qui t'a attirée. Ouais. Et en fait, après, t'as vu tout le potentiel derrière la voix, en fait. C'est ça. Je pense que le potentiel, je l'ai un petit peu eu en effet boomerang, parce que moi, j'étais beaucoup attirée par le beau, par l'artistique, le fait d'aider les gens à se sentir plus libres dans leur voix, parce que j'ai beaucoup accompagné les artistes avant d'accompagner les entrepreneurs. Et en fait, je me suis pris un petit peu l'effet boomerang de gens qui venaient me dire « Mais en fait, Elena, j'ai gagné confiance en moi. Mais en fait, là, Elena, j'ai réussi mon entretien. » Et je me disais « Mais attends, on a bossé de la respiration, quoi. » Ou bon, on a travaillé du timbre vocal. Enfin, j'arrivais pas à comprendre la portée de tout ce que c'était de travailler la voix, de tout ce que ça apportait à la personne, en fait. Et ouais, c'est ça qui était super intéressant et qui aujourd'hui attire encore plus mon attention.
parce que je suis une curieuse de nature et je me suis dit, mais il y a quelque chose à creuser là-dedans, c'est trop intéressant. Ouais, à l'âge de 21 ans, tu te formes à la CVT, Complete Vocal Technique. Ouais. Je sais pas si je le dis bien. Presque. Derrière ce terme un peu barbare, est-ce que tu peux me parler de cette méthode et de qu'est-ce qui se cache derrière cette méthode? Ouais, bien sûr. Alors en fait, à 21 ans, c'est un tout petit peu après que je me suis formée à la CVT. À 21 ans, j'intègre l'école de Richard Cross à Paris, qui a été, si je peux dire, mon idole pendant des années, parce que Richard Cross, je l'ai contacté, je crois que j'avais 15 ans, par mail, parce que je rêvais de faire son école, parce qu'il a une école de coach aujourd'hui, Richard. Et il me répond, passe ton bac et on verra ensuite. La réponse de parents d'habitude. Et je passe mon bac et je lui refais un message, Richard, j'ai trop envie de faire son école de coach. Et il me dit, écoute, fais-toi la main sur 2-3 chanteurs, parce que j'ai envie quand même que tu puisses avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de bagage. Et puis, j'arrêtais pas de le harceler. Enfin, le pauvre, il a dû me prendre pour une cinglée à force. Mais à l'âge de 20 ans, il me dit, allez, c'est bon, je te prends. Et donc, début 2015, je fais son école et ça a été incroyable pour moi de valider toutes les choses que je faisais déjà hyper instinctivement, mais c'était un vrai cadre et j'ai adoré ce personnage. Enfin, Richard, pour moi, c'est un génie et j'ai adoré cette personne qu'on a découvert notamment à la Star Academy, qu'on a découvert à Popstar, qui est le coach vocal le plus connu de France, qui a coaché les plus grands. Et j'ai découvert la CVT plus tard parce qu'en fait, étant curieuse de nature, j'avais envie d'aller plus loin. En fait, bon, ça y est, 21 ans, j'ai mon diplôme. Ouais, mais il y a quoi après, quoi? Même là, j'ai fini la CVT, il y a quoi après? Je suis vraiment curieuse et je remets tout le temps, je remets tout le temps sur la table ce que j'ai appris. C'est OK, j'ai appris ça, mais au final, voilà ce que j'ai, mais c'est comme si je remettais ma mise de poker tout le temps, quoi. Et la CVT, en fait, le deal de la CVT, c'est qu'ils nous prenaient pas avant 25 ans. Et donc, fraîchement, 25 ans, c'était en 2019, fraîchement 25 ans, je les appelle, je vais à Copenhague et j'ai dit coucou, voilà, je suis prête, c'est où qu'on signe? Parce que pour moi, c'était révolutionnaire de pouvoir être dans une école internationale, de rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont des cultures différentes, des histoires vocales. Ce brassage de culture, moi, m'a toujours beaucoup attirée. Et c'était un honneur pour moi d'être l'ambassadrice de cette méthode. Et donc, j'ai passé 3 ans à Copenhague à faire des allers-retours dans cette méthode. Et je suis officiellement diplômée maintenant depuis le mois de juin de ce Complete Vocal Technique. Ouais. Ils ont un terme qui s'appelle Authorized Teacher. Et donc, voilà, j'ai le badge, j'ai le pins. Alors, moi, voilà. Je suis un total débutant par rapport à ces sujets. Okay. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi consiste cette méthode? Alors, évidemment, tu vas pas me donner un cours, parce que voilà, tu as eu 3 ans de cours, donc factuellement, c'est impossible. Mais est-ce que tu peux m'expliquer cette méthode? Ouais, je vais essayer de simplifier au maximum. En fait, je trouve que le chant, et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très mystique pour les gens. C'est-à-dire, les gens pensent qu'on est avec un don, c'est un truc un peu incroyable. C'est un petit peu comme les dieux qui nous ont touchés à la naissance, ça y est, on sait chanter, etc. Et l'apprentissage du chant et même de la voix parlée a toujours été un petit peu dans ce côté mystique, avec tout le cérémonial du prof de chant classique. Voilà, tu dois... Enfin, il y a beaucoup de mimétisme. Tu te tiens droit, et puis je te fais ma mimi momu, et tu répètes mon ma mimi momu. Il y a une espèce de truc un petit peu inaccessible, où on se dit, si je ne comprends pas, et si je rentre pas dans le moule, je peux pas faire partie du club. Et en fait, ce qui est juste génial avec la CVT, ce qu'a aussi développé Richard avant un petit peu en France, mais qui a encore plus poussé la CVT, c'est de décortiquer de manière scientifique tout ce qui se passe. Pour qu'on ne soit pas juste dans un mimétisme ou dans des images de, je te donne un exemple, chante dans le masque. Si je te dis ça, chante dans le masque. Voilà. Et là, du coup, tu te dis, ouais, non, mais c'est pas pour moi. Je sais pas ce que c'est chanter dans le masque. Tu vas avoir un prof de chant qui va, appuyer sur sa touche de piano en disant mi, chante dans le masque. Ouais. Et toi, t'es là en face et tu te dis, non, mais comment ça, chanter dans le masque? Je suis perdue. Et en fait, la CVT, ce qui est génial, c'est qu'en fait, 1 + 1 = 2, quoi. C'est-à-dire, non, c'est pas tu vas chanter dans le masque, c'est que je vais te donner des placements qui sont hyper terre à terre, qui sont hyper vite tous les jours. Et donc, du coup, à la place de chanter dans le masque, c'est que... je sais pas, fais-moi un son comme si t'appelais ton voisin. Hey! Par exemple, comme ça. Et ça, tout le monde le fait tous les jours. Donc, en fait, c'est démocratiser la technique vocale, la désacraliser, la démystifier, pour que tout le monde puisse dire, mais en fait, moi aussi, je peux. Et je trouve ça incroyable, parce que ça rend l'espèce de chose inaccessible et seulement accessible à l'élite de Beyoncé ou je sais pas quoi. En fait, tout le monde peut chanter.
Et ça me touche particulièrement par rapport à un karaoké. Je sais pas, t'as déjà été dans un karaoké ? Non. Pas encore. Alors, honnêtement, on m'y pousse un peu, mais non. il me manque des bases, Elena, il me manque des bases. C'est clair. On est là pour ça. Hein. C'est ça. Et en fait, j'y étais il y a pas longtemps avec des coachés, parce que j'avais une masterclass à Paris début juillet. Et ils ont voulu aller au karaoké, donc je les ai suivis. Moi, c'est pas non plus quelque chose qui est très familier pour moi. Et là, je vois un groupe de copines se lancer sur Sous le vent. Forcément, Garou, Céline Dion, on adore. Et en fait, je voyais leur envie de chanter, mais je voyais leur fatalité dans les yeux. De toute façon, on chante faux, en fait. Mais c'est pas grave, on aime trop ça, on est là pour s'éclater. Et en fait, je trouve que cette méthode, c'est vraiment... Mais non, en fait, il n'y a pas de fatalité. C'est à partir du moment, c'est comme le vélo, en fait. Si t'apprends comment pédaler, tu vas y arriver toi aussi. Alors bien sûr, des Grégory Le Marchal, il n'y en a pas tous les 4 matins, on est bien d'accord. Mais juste le simple plaisir de pouvoir chanter juste, de pouvoir chanter bien, de se faire du bien en chantant, d'avoir des gens qui nous disent « Waouh, t'as une belle voix », c'est accessible à tout le monde et ça s'apprend. Et cette méthode le fait vachement bien, en fait. Ouais, ok. Donc c'est tout un apprentissage pour bien maîtriser sa voix, mais effectivement en suivant une méthode claire. C'est ça. En fait, tu compares un peu l'apprentissage de la voix à une science, en fait. Exact. C'est-à-dire que... C'est une science, parce que finalement, ça reste des placements corporels, hein, si je simplifie au maximum. C'est comment je place mes cordes vocales, comment je place mon larynx, comment j'utilise mon soutien, mes muscles du dos, etc., etc. Ça reste juste une connaissance de soi, en fait. Et c'est ça qui est trop fou dans la voix, c'est qu'en fait, on apprend autant sur soi corporellement, on apprend comment fonctionne son corps, comment on fonctionne, quelles sont les habitudes, les blocages corporels qu'on a systématisés ou qu'on a bloqués depuis des années. Et on apprend aussi à gérer nos émotions. C'est-à-dire, en fait, moi, quand je prends la parole devant les gens, je prends un entrepreneur, je panique, j'ai la voix qui tremble. Ouais, mais c'est normal, en fait. Il faut juste bien gérer l'instrument et ça va bien se passer. C'est juste aussi souvent l'appréhension de l'instrument, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais moi, j'ai la voix qui déraille, quoi. » Moi, j'ai la voix qui fait ça, c'est trop la honte, quoi. En plein milieu d'un podcast. Si j'ai ma voix, t'imagines, surtout pour les hommes, parce que ça fait un lien avec la mue. Donc, si d'un coup, t'as un mec un peu genre coach sportif, Thibaut InShape, tu vois, il arrive, et puis que tout d'un coup, il y a ça, crédibilité zéro, et tout d'un coup, il y a un truc qui se casse. Et je pense que du coup, il y a une super appréhension par rapport à la voix, alors que ça se travaille. Comme des abdos, comme le vélo, comme la natation, comme n'importe quelle discipline, ça s'apprend. Autant pour la voix parlée des entrepreneurs que pour la voix chantée des chanteurs et des artistes. Comment on fait justement pour travailler sa voix, tu vois ? On se prend un coach. Ouais. On se prend un coach. Étant sur YouTube, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Waouh, c'est génial !» Mais à un moment donné, t'as un espèce de plafond de verre. Parce que t'as beau être dans la reproduction de ce que fait la personne sur une vidéo ou d'essayer des exercices, t'as besoin d'un feedback de ce que tu fais. Est-ce que tu le fais bien ? Est-ce que t'as bien placé correctement ? Est-ce que finalement les techniques que j'utilise sont les bonnes pour moi, pour mon projet, pour le style que je chante ou mon style de discours, de podcast, etc. C'est quelque part se créer une identité vocale, et pour ça, c'est comme un personal shopper. C'est-à-dire que t'as beau regarder des vidéos de Christina Cordula sur les réseaux ou sur YouTube, à un moment donné, t'as besoin d'un feedback pour savoir si la jupe crayon, elle me va ou pas. Parce que même si toi, ça te plaît, ça se trouve, le truc, ça te va pas du tout, quoi. Donc, comment on travaille avec un coach qui ne va pas forcément vous faire des vocalises à mourir pendant des heures, parce qu'on a cette image-là du coaching vocal. Non, en fait, c'est partir de son projet, partir de sa voix, et ensuite utiliser les exercices dont on a besoin pour avancer rapidement. Ouais, c'est comme du coaching business, en fait, dans le sens Exactement. où, oui, il y aura tous les conseils génériques, mais à un moment donné, si tu veux franchir une étape dans ton business, t'es obligé de prendre un coach, entre guillemets, pour franchir cette étape. Ouais, et puis, je trouve que la voix, c'est aussi quelque chose d'ultra intime, et je trouve ça génial d'être accompagné parce que tu peux... tu peux te livrer, c'est une part d'intimité, c'est un bel échange, en fait. C'est un beau parcours, un bel échange. Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur la voix, on travaille sur quelque chose de beaucoup plus profond que la voix. C'est souvent des épreuves de vie, c'est souvent notre histoire. Et en fait, en débloquant certaines choses dans la voix, on se rend compte qu'on se débloque plein de blocages ou de croyances qu'on avait qui sont beaucoup plus agréables à développer au travers d'un coaching vocal qu'en psychanalyse, quoi.
Et une voix, ça évolue au fil du temps, au fil des années aussi. Tu vois. Moi, quand j'ai créé Serial Entrepreneur, c'était en 2017. J'avais 19 ans. Quand on écoute les premiers épisodes, je n'ai pas la même voix qu'aujourd'hui. Tu vois. Ah bah c'est sûr. C'est Donc, l'âge. Alors, la maturité. Non, je ne suis pas passé de ça à super grave non plus. Mais tu vois, forcément, ça évolue. Donc c'est super intéressant. Puis c'est l'aisance aussi. Quand tu regardes, même moi, qui suis experte de la voix, tu regardes mes premières vidéos YouTube de l'année dernière, tu compares avec celles d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir parce que j'ai une aisance, j'ai une assise, j'ai une posture, j'ai un mindset. Enfin, il y a des choses qui évoluent forcément et qui nous aident à avoir une voix... En fait, la voix nous suit. C'est comme notre poids ou comme notre... Alors, la taille, c'est un peu différent, mais voilà, notre corps nous suit, la voix, elle suit le corps, en fait. Donc, elle nous suit dans nos épreuves, dans nos aventures, et elle reflète qui on est, quoi. Donc c'est super chouette. C'est quoi pour toi, alors même si c'est encore une fois une question très générique, non mais c'est ok, c'est quoi pour toi une bonne voix? Tu vois, on me pose souvent cette question. Alors souvent on me pose la question, c'est quoi une belle voix? Mais et j'en ai fait j'ai illustré ça notamment sur une petite react que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où j'illustrais Cendrillon. Je sais pas si tu connais ce dessin animé de Disney où tu as les deux sœurs de Cendrillon qui prennent une espèce de cours de chant avec la marâtre. Et à côté de ça, t'as Cendrillon qui fait le ménage et qui a une voix incroyable, quoi. T'as une espèce, si je te fais une démo, t'as une espèce de Javotte et Anastasie qui font chantre, signal, chante. Je sais pas si ça te parle. Puis après, t'as Cendrillon avec son ballet, il fait chante, signal, chante. Et là, tu es là, waouh. Et en fait, quelque part, c'est plusieurs choses. C'est déjà de la technique. Parce que forcément, pour faire quelque chose de bien, de bon ou de beau, c'est comme la peinture, il faut maîtriser le mouvement, il faut maîtriser le geste, il faut maîtriser la colorimétrie, etc. C'est la même chose pour la voix, il faut apprendre. Et ensuite, il y a la sensibilité de la personne. Il y a le caractère. Tu vois, Cendrillon, c'est une belle âme. Donc forcément, tu ressens sa belle âme dans sa voix. Tu sens que c'est une fille un peu féminine, toute légère. Quand tu vois les deux sœurs... qui sont... je trouve que la voix, elle est un super ambassadeur de notre personnalité. Parce que les deux, là, avec leur gros machin qui se tirent sur les cheveux, c'est sûr qu'elles ont une voix qui sonne un peu comme une boîte de Nesquik, quoi. Mais voilà, c'est la personnalité qui suit. Et je pense qu'une bonne voix, c'est avant tout bien maîtriser sa technique, ne pas la subir, mais être capable de la maîtriser. Et puis ensuite, la rendre belle, c'est hyper subjectif, mais c'est avant tout se connecter à qui on est et aux couleurs qui nous plaisent, ce qu'on a envie de mettre dedans. Parce que je reprends l'exemple d'une peinture, mais il y a peut-être un Picasso que tu vas aimer, un Monet que tu vas pas aimer, et puis moi ça va être l'inverse. On s'en fiche en fait. L'idée c'est juste de faire ce qui toi te plaît et d'avoir une voix qui te correspond, quoi. Ouais, donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des bases, c'est-à-dire qu'on ne part pas tous avec les mêmes bases. Forcément, il y a des voix qui sont plus belles que d'autres, mais après, il y a du travail et de la répétition. De toute façon, si on reprend l'exemple de la Star Academy, lors des cours, c'est de la répétition, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable, la Starac, parce que, moi, ce que j'aime pas vraiment dans The Voice, c'est que c'est déjà des produits finis, en fait. Oui, il y a déjà beaucoup de casting derrière pour arriver c'est déjà des artistes. Moi, j'ai l'impression d'être dans un rayon... ils sont tous... C'est que des produits finis. Et puis, c'est presque que tu places tes pièces sur l'artiste que tu préfères. Ce que j'adore par-dessus tout à la Starac, c'est qu'en fait, on voit l'artiste, comment il travaille. On voit ce que c'est être un artiste. Et je pense que c'est toute la différence. Parce que quand on voit The Voice, c'est un peu le truc inatteignable. C'est, eux, ils chantent bien, quoi. Quand on voit un Jean Pascal, alors bon, il a pas fait carrière, on est bien d'accord, mais je trouvais ça hyper intelligent de montrer qu'un artiste, c'est pas un produit fini ou c'est pas juste quelqu'un qui a, encore une fois, reçu un don surnaturel, mais c'est quelque chose qui se travaille et que si on veut, on peut. Alors, encore une fois, on ne sera pas tous des Grégory Le Marchal ou des Pavarotti ou je ne sais quoi, mais peu importe. Ce que j'aime dans le concept de la Star Academy, c'est que c'est une école et qu'on montre à tous qu'avec du travail, on peut y arriver. Ce qui est la réalité, en fin de compte. Pour n'importe quoi, pour le sport, pour la danse, pour la voix. Et moi, c'est ce que j'adore dans cette émission. Ouais. C'est de suivre la naissance d'un artiste, en fait, et de désacraliser l'artiste, tout fait, quoi. En fait. C'est ça, et le voir aussi ses moments de doute, ses moments de faiblesse. Absolument. Sur tout le parcours jusqu'à la victoire potentielle ou pas, tu vois. Mais en tout cas, l'aventure, elle sera d'autant plus belle, tu vois. Ouais, et c'est super authentique, parce que, en fait, autant les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous donnent une espèce de proximité avec nos stars préférées, mais en vérité, elles nous montrent ce qu'elles veulent, nos stars.
Elles veulent nous montrer que les concerts où elles ont fait des super notes et pas ceux où elles se sont ramassées, elles le font. Ou le jour avec une extinction de voix, tu vois. Voilà, elles ne le montrent pas. Alors que dans la Starac, ils sont filmés H24, tous les jours, tu peux pas tricher. En fait, bien sûr, il y a du montage, bien sûr, il y a des choses qui sont montrées et d'autres pas, mais tu peux pas tricher. Et je trouve ça super chouette parce que on reprend un petit peu d'authenticité dans ce métier et je trouve que ça fait du bien, en fait, de montrer que c'est juste des gens comme tout le monde et c'est pas juste des grandes voix. Bien sûr. Je trouve que c'est ce qu'on a un peu perdu dans The Voice, selon moi. Ouais, je suis bien d'accord. Pour parler un peu de business, c'est quoi pour toi justement l'importance de travailler sa voix quand on est entrepreneur? Ouais, alors... Au niveau des pitchs, des présentations, mais même de la vente, du contact avec des prospects. Il y a tellement de choses à travailler quand on est entrepreneur. Je pense que on est un petit peu dans une société d'image. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on se dit, bon, ok, il faut que j'achète un Mac, il faut que je me prenne en photo dans un Starbucks, il faut que j'ai la dernière montre Rolex qui soit trop la classe et que voilà, je fasse des belles photos pour mon compte Insta. Ouais, non, mais d'accord. Mais le jour où tu fais un live et t'as une voix comme ça, c'est trop bizarre, quoi. C'est comme un premier date, hein. T'as beau être super beau sur l'appli, quand tu rencontres la personne et qu'elle a un accent bizarre ou une voix chelou, tu te dis c'est où la sortie? C'est un effet qui se coule, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour les entrepreneurs. Je pense qu'ils misent un peu trop sur le branding, même si moi j'adore le branding et que voilà, j'aime beaucoup ça. Mais attention de ne pas trop miser sur l'image et pas suffisamment sur la voix. Pour plein de choses. Déjà pour l'authenticité, parce que moi j'en vois plein des marchands de rêve sur Instagram, avec des voix comme ça et des trucs, mais c'est pas authentique et puis ça fait bizarre. Et puis tu le sens qu'il y a un truc qui cloche. Sauf que quand t'as pas la sensibilité, tu te dis mais c'est quoi qui cloche? Je comprends pas. Tu vois, ouais, je le sens pas. Ouais, mais pourquoi tu le sens pas? Parce qu'il est archi pas authentique et que sa voix, elle est elle est montée de toutes pièces, en fait. Attends, je vais appuyer sur ma voix, j'ai une voix grave. Oui, de toute façon, c'est du travail limite de voix off. Ah non, mais clairement. Mais non, mais c'est du Véronique Dicker, le truc. Ouais. C'est vraiment mettre sur pied une voix pour se donner un genre. Ça, selon moi, ça marche pas. Donc, il y a ce genre de personnes où on a envie de leur dire, non mais attends, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ta voix naturelle pour que tu aies besoin, comme ça, de te créer un espèce de personnage Avengers qui est clairement pas toi et qui va décevoir ton audience ou alors faire hyper fake aux gens qui te connaissent pas. Et de l'autre côté, t'as des entrepreneurs, et j'en rencontre de plus en plus, qui ont des extinctions de voix tout le temps. J'en ai encore rencontré une là, parce que je suis dans un mastermind, et j'ai rencontré une entrepreneur hyper, qui est super connue dans le milieu, qui m'a dit « Elena, t'es mon ange gardien, je fais des extinctions de voix quasiment toutes les semaines. » Là, je me dis « Non, mais il y a un problème, quoi. » Et je pense qu'on ne se rend pas compte de la portée parce qu'une extinction de voix, c'est pas anodin, déjà pour commencer. Et en plus de ça, ça envoie quoi comme signal aux personnes en face de soi? On prend pas soin de soi. Attends, la fille, elle est tout le temps malade. Il y a un espèce de sous-texte qui est un peu inquiétant, en fait, dans le fait de ne pas prendre soin de sa voix, qui peut être aussi un petit peu inquiétant dans sa crédibilité, et surtout qui est hyper handicapant. T'as un webinaire, t'as 2000 personnes qui se pointent, t'es sous Strepsil, c'est pas ouf, quoi. Et puis tu parles comme ça, c'est trop bizarre. Donc pareil, hein, t'as calé un tournage ou un podcast, t'as plus de voix, c'est compliqué. Faut l'annuler. Ah bah ouais, c'est pas crédible. Donc ouais, je pense qu'il y a multiples choses pour lesquelles les entrepreneurs doivent vraiment penser à prendre soin de leur voix. Il y a énormément de superbes coachs qui existent, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à dépasser cette peur de « mais j'ai pas envie de chanter ». Parce que souvent, c'est ça. Les entrepreneurs disent « non, mais la voix, c'est pour chanter ». Il n'y a pas encore ce déclic de « ah ouais, mais en fait, je parle ». Et quand je parle, c'est ma voix. Souvent, il n'y a pas encore ce déclic qui est fait. Et c'est super intéressant. Et je pense qu'il faut dépasser ça et aussi aller vers quelqu'un qui va pouvoir avoir cette sensibilité-là et justement pas te dire « ah bah avant de parler, on va faire des vocalises et on va chanter. » Parce que non, en fait, je suis pas là pour ça. Donc ouais, je pense que c'est important d'en prendre soin et de prendre conscience du pouvoir qu'il y a derrière la voix, parce qu'au final, on se rend compte que dans n'importe quelle pub, on vend avec la voix. On vend avec l'auditif, on vend avec la musique. Je me rappellerai toujours d'un sketch de Gad Elmaleh qui disait qu'on peut mettre un gosse en train de se brosser les dents. Si derrière, t'as une musique avec des petits violons, tout le monde chiale, quoi. Alors que, y a rien de triste. Donc je pense que les grandes marques l'ont bien compris. Quand on allume la télé, tu mets une pub, je sais pas, L'Oréal.
c'est une voix de fou, quoi. Alors oui, elle est belle, mais c'est la voix qui fait tout. T'as un L'Oréal, parce que tu le vaux bien. C'est pas L'Oréal, parce que... Enfin, tu te dis, ouais, non, en fait, ce shampoing, c'est... De toute façon, il y a des voix qui te marquent, sur la publicité, comme tu dis. Clairement, les publicités qui te marquent, c'est relié majoritairement à la voix. Bien sûr. Et je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte avec cette histoire de podcast, avec l'essence des podcasts pour les entrepreneurs, de YouTube aussi qui prend beaucoup plus de place, où en fait les entrepreneurs, c'est pas juste des gens qui prennent des photos et qui font des articles, mais c'est aussi des gens qui prennent la parole. Et je pense que c'est important qu'ils soient assurés dans leur prise de parole, qu'ils aient pas peur non plus en face de je ne sais combien de personnes de perdre leur voix, de perdre leurs moyens et de paraître ridicule, mais juste d'avoir une posture autant physique que vocale, de je vais te raconter un truc et là tu vas me croire et tu vas me faire confiance. Et c'est tout un art en fait d'apprendre à faire ça, mais ça s'apprend. Ouais. C'est la bonne nouvelle. Tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que on a sorti un peu plus de 85 épisodes sur le podcast. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. Ouais. Avant ça, je travaillais dans un accélérateur de start-up. Je voyais des centaines d'entrepreneurs chaque semaine faire des pitchs. Et évidemment, ce qui était marquant parfois, c'était la voix, tu vois, où parfois des entrepreneurs potentiellement plus introvertis ou qui justement ne maîtrisaient pas leur voix, le pitch était raté. Ouais. Peu importe les slides derrière, peu importe la qualité du business derrière, mais en fait si l'entrepreneur il arrive, il dit bonjour, enfin tu vois, c'est vraiment c'est super important et pour autant je pense que la majorité des entrepreneurs ne se posent même pas la question de travailler leur voix en fait. Ils se disent faut que je travaille mon pitch, mon business, mes slides, etc. Ouais. Mais pas du tout la voix quoi en fait. Non, c'est pas clair en fait. C'est clairement... je pense que les gens se rendent pas compte de ce que c'est la voix. Et encore une fois, je pense que c'est catégoriser voix chantée. Et non, moi, faire Beyoncé, c'est pas mon truc, quoi. Et c'est dommage parce que quand on écoute les grands leaders, les grands entrepreneurs, moi, la première personne qui me vient en tête, c'est Martin Luther King. Tu vois, le « I have a dream ». Le gars, il dit « I have a dream », c'est bien, bravo pour ton rêve, mais bon, personne l'écoute, quoi. Le mec qui dirige les 300 dans le film, « Nous sommes les 300 », tu vois, pareil, il arrive tout petit, tout avec une mini-voix, « Nous sommes les 300 », c'est super, vous êtes les 300, mais ça marche pas, quoi. Donc, c'est fou parce que c'est, comment dire, c'est comme si dans la tête des gens, c'était évident, mais c'est évident et ils savent pas pourquoi. Et qu'en fait, si, en fait, c'est évident parce que c'est la voix. Mais les gens n'ont juste pas conscience de ça. Et je sais que moi, les entrepreneurs avec lesquels je bosse, il y a vraiment eu un switch dans leur business à partir du moment où ils ont compris ça, parce que ça rajoutait un avantage supplémentaire. C'était pas juste le visuel, c'était pas juste le pitch, c'était pas juste l'offre qui était dingue. C'est que par-dessus ça, ils avaient une espèce d'assurance vocale où ils allaient droit au but. Mais alors... pas tellement dans le contenu, mais dans ce qu'on pourrait appeler le non-verbal, en fait. Et qu'est-ce que le non-verbal ? Super important. Le langage non-verbal, on en parle beaucoup avec la posture, avec les gestes, etc. Mais c'est surtout la voix, en fait, le ton de la voix. Quand quelqu'un te dit « me parle pas sur ce ton », c'est pas le texte qu'il vient de te dire, c'est juste la manière dont il l'a dite et la couleur de voix ou l'intonation de voix qu'il a utilisée. Et ça fait vraiment la différence, surtout dans un pitch de vente. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vu des webinaires en ligne où les entrepreneurs veulent te vendre un truc. T'as déjà vu ça ? Ouais. Ils sont au taquet, ils sont dans leur zone de génie. Au début, ils te présentent, donc voilà, c'est leur passion. Donc, ils te présentent sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et là, au bout du sujet 3, sans qu'il y ait une tension qui monte, parce qu'ils savent que juste après, ils doivent vendre leur offre avec le tarif exceptionnel du soir. Et là, tu sens qu'il y a une petite truc qui monte et tout d'un coup, donc... Le pricing. Exactement. Donc, pour ce soir, il se passe un truc. Et en fait, c'est trop dommage parce que tout ce qu'ils ont installé pendant tout le live, 1 heure où ils ont donné au charbon, tout s'effondre. Et là, moi, j'ai déjà vu des gens carrément partir parce que c'est inquiétant. La voix va être vecteur d'émotion chez les gens aussi. Si toi, tu ressens une émotion de stress... la voix va sonner stress, mais tu vas transmettre ton stress aux gens. Une personne, au moment de sortir de la carte bleue, elle n'a pas besoin de sentir du stress, quoi. Sinon, c'est trop angoissant, je me casse. Et c'est ce qui se passe très souvent. Et j'ai des gens qui viennent me voir en mode « Mais Elena, je comprends pas. J'ai fait un super pitch. Les gens m'ont dit que ma conférence était incroyable et personne n'a acheté. » Ah, et t'écoutes le moment du pitch, oui, même moi, j'ai pas envie d'acheter, quoi. Puis il y a une espèce de... Comment dire ? C'est pas cohérent.
C'est-à-dire que le gars hyper charismatique, et dès qu'on parle des prix, t'as une voix toute petite qui part dans les aigus. Enfin, Ouais, moi, ça me met pas en confiance non plus. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec toutes les arnaques qu'on a eues, malheureusement, ces derniers temps, les gens, au moment de sortir une carte bleue, ils ont besoin d'être en confiance. Donc, si tu sors la voix qui va dans les écus, ça marche pas, quoi. Mais tu vois, même sur le feedback aux entrepreneurs, à travers des investisseurs, par exemple, il y a le Star Academy de l'entrepreneuriat qui veut être mon associé. Je sais pas si tu connais l'émission. Oui, j'ai vu des extraits. Alors, je sais pas du tout s'ils sont briefés, s'ils sont coachés derrière vis-à-vis de la voix. Je pense pas, parce que clairement, il y a des participants qui ne maîtrisent pas du tout cet aspect-là. Et pourtant, ce serait super intéressant de les coacher par rapport à ça, outre la partie pitch commercial, etc., pour que, au final, et potentiellement même qu'on puisse suivre tout ça, tu vois. Complètement. En fait, c'est super intéressant. La question, elle se posait dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand tu arrives pour faire un pitch et pour convaincre, on prend cette fameuse émission Qui veut être mon associé. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux déclencher en face comme émotion ? Est-ce que je veux être convaincant ? Est-ce que je veux qu'il me fasse confiance ? Est-ce que je veux de l'empathie ? Etc., etc. En fonction de ça, tu vas adapter, non pas ton discours, mais la manière dont tu vas te tenir et dont tu vas utiliser ta voix. Si tu veux que les gens se bougent les fesses et signent avec toi, tu vas pas parler comme ça, c'est trop bizarre, tu vois. Tu vas commencer à dire « Mon projet est incroyable. Donc là, je vous ai démontré un truc. Les gars, c'est maintenant. Parce que si c'est pas vous, demain, je vais ailleurs. Il y a d'autres personnes qui vont signer avec moi. Donc c'est maintenant. Regardez, j'ai fait des miracles, blablabla. » Toi, tu as une voix impactante qui va vraiment droit au but. Par contre, si je veux avoir un moment d'émotion, en disant, voilà, c'est un produit qui a sauvé des vies. Vraiment, croyez-le, et si vous me faites confiance, vous allez vous aussi sauver des vies. Non, mais bien sûr qu'on va sauver des vies, vas-y, c'est où qu'on signe ? 10 000, tu veux combien ? 20 000 ? Tu vois, il y a ce côté-là, hyper émotionnel, qu'on ne prend pas en compte suffisamment, et finalement, comment on vend aujourd'hui, comment on connecte avec les gens, avec ce lien émotionnel. Et c'est finalement la voix qui va nous le donner. C'est pas une posture. C'est pas parce que tu vas te tenir droit ou tu vas te tenir comme ça que tu vas déclencher une émotion. Tu vas déclencher un sérieux. Bon, le gars est comme ça, les mains dans les poches. Bon, il a pas l'air très intéressé par le sujet, quoi. Mais c'est vraiment la voix qui va venir toucher. C'est la voix qui va interpeller, qui va dire, lui, il a quelque chose de différent. C'est vraiment, selon moi, aussi l'élément différenciateur chez les entrepreneurs de dire, ah tiens, mais lui, il a une assurance dans sa voix. C'est un truc de fou. Mais comment ça se fait ? Bah ouais, il a bossé, quoi. Il est sérieux, on peut lui faire confiance. Donc ouais, je décide de mettre de l'argent chez lui, quoi. On va envoyer ça à la production de l'émission. Hein. On va crop cet extrait. Hop. Allez, faites votre travail maintenant. Exactement. Comment est-ce que tu travailles ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux me raconter de A à Z l'accompagnement d'un entrepreneur, par exemple ? Bien sûr. Sans mentionner le nom, évidemment, tu vois, mais comment, au moment où la personne te contacte jusqu'au coaching, comment ça se passe ? Alors, il y a différents types d'entrepreneurs que j'accompagne. Il y a des entrepreneurs qui se sentent mal dans leur voix et qui, du coup, se sentent pas légitimes dans leur voix et me disent, bon, attends, là, je crois qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans mon business. J'ai besoin de reprendre possession de mon identité et de ma voix. Est-ce que tu peux m'aider ? Il y a ce genre d'entrepreneur. Et il y a le type d'entrepreneur qui me disent, bon, écoute, là, dans 3 mois, j'ai une conférence, je panique, j'ai la voix qui part en cacahuète, ou alors je perds ma voix. J'ai besoin juste qu'on refasse un travail pour que je sois prêt vocalement. J'ai le costume, j'ai le pitch, j'ai la salle, mais j'ai pas la voix. Donc, il y a différents types d'accompagnement. Et c'est super intéressant, en fait, parce qu'au final, c'est vraiment comme un coach sportif. Et c'est pour ça que je me suis toujours considérée comme une coach vocale et jamais comme une prof de chant. Je suis pas prof, quoi. C'est pas dans ma personnalité. Tu vois, prof de yoga, très zen, très cool. C'est pas mon truc. Moi, je suis une coach. Comme un coach sportif, on a besoin de se remettre le pied à l'étrier, de travailler pour que ça fonctionne, pour qu'on arrive à nos échéances. Donc, il y a différents types de travail. Si je te développe rapidement les deux, j'ai une coachée il n'y a pas longtemps qui est arrivée, qui est comment ça s'appelle ? Elle est coach en image et elle accompagne les gens à se sentir mieux dans leur image, dans leur communication. Tout ce qui est personal branding. Voilà, c'est ça, à bien s'habiller, à se mettre en valeur, etc. Et elle a une voix hyper grave, hyper masculine. Et elle s'est dit, attends, moi, Elena, coach en image, voix masculine, ça va le faire. Donc, elle m'a dit, j'ai besoin de développer une voix un peu plus féminine pour que les gens me prennent au sérieux dans ce que je fais, dans mon coaching en image. Et en fait, avec cette coachée qui s'appelle Claudine,
on a déjà commencé par retravailler, mais c'est quoi son identité à elle ? Parce que je pense que la grosse erreur aussi par rapport à la voix, c'est que souvent on l'accepte pas, ou on la sent pas alignée avec l'image qu'on aimerait donner, mais que l'image qu'on aimerait donner n'est juste pas la bonne. Parce qu'en fait, Claudine, ça sera jamais... tu vois, quelqu'un de très... qui va parler comme ça, voilà, donc aujourd'hui, machin... C'est pas sa personnalité. C'est quelqu'un de brut de décoffrage. Et c'est ça son élément fort. Et selon moi, ça aurait été une grossière erreur d'écouter ce qu'elle voulait et de dire « Ok, tu veux une voix plus féminine ? Alors attends, on va placer les cordes vocales comme ça, on va placer le larynx comme ça, on va ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Boum, t'as une voix de bimbo, quoi. Ou une voix un peu plus... » Ça fonctionne pas parce que, en fait, c'est pas authentique. Et donc, le travail que j'ai fait avec Claudine, c'est déjà de se reconnecter à mais qui je suis, quel message je veux faire passer, quelle est mon identité et qui je suis, moi, en tant que coach en image. Pour se reconnecter à ça. Et au final, une fois qu'elle était alignée à ça, elle se sentit vachement plus en puissance d'assumer cette voix-là. Et la deuxième étape a été, maintenant que tu assumes et que tu aimes cette voix qui est hyper différente de toutes tes concurrentes, et tant mieux, c'est de se dire, je vais quand même t'accompagner sur comment fonctionne ta voix, sur tirer la chevillette, la bobinette, voilà, pour que tu puisses quand même la modeler dans certaines situations comme tu l'aimes. Est-ce que tu veux rajouter de l'air ? Est-ce que tu vas aller plus dans les graves ? Un peu plus dans les médiums ? Est-ce que d'un coup tu vas être plus tranchante ? Etc. Et juste pour que tu aies du contrôle dessus et que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y ait pas de cassure vocale ou de choses qui font qu'elle perd les pédales avec sa voix ou qu'elle se fait mal. Mais ça, selon moi, c'est vraiment dans une deuxième étape. D'abord, c'est vraiment... reconnecter son identité avec sa voix. Et souvent, les gens pensent que c'est hyper en décalage. Et en fait, la voix nous donne une indication de quelque chose de super profond et souvent super inconscient de qui on est. Je te donne un exemple, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un où je me suis pris pour... J'ai toujours voulu montrer un côté très rentre-dedans. Moi, je suis pas douce, moi, je suis pas gentille, machin. Je vais mordre. Alors qu'en fait, j'ai toujours une voix, comme tu l'entends là, super douce, en fait. Et ça a donné un élément de ma personnalité où tout le monde me disait « Mais Léna, t'es douce. » J'arrête de me dire que je suis douce, ça m'agace. Je ne suis pas douce, ok. La bagarre. C'est ça. Tu la vois les guerrières, là. Tu sais, je chantais « I'm a Survivor » des Destiny Child. Tu vois, non, je suis pas douce. Dans le déni d'un trait de ma personnalité à fond la caisse. Et en fait, je me suis battue contre ma voix à me faire mal, à vouloir chanter du gospel comme une blague alors que j'ai une voix de Carla Bruni de base, tu vois. Ça marchait pas. Jusqu'au moment où j'ai juste accepté de me dire « Ok, ça fait partie de ma personnalité. Je suis ça. Mais si maintenant je veux avoir une voix vachement plus tranchante ou vachement plus engageante, un peu plus, voilà, je peux le faire aussi. » Mais il fallait d'abord que je me réconcilie avec l'information hyper, profonde, comme le warning, comme si la chose très profonde rejaillissait dans ma voix et qu'elle n'était pas forcément consciente. Donc je pense que le premier travail, même avec les entrepreneurs, c'est déjà de les reconnecter avec ça. C'est quoi le message que ta voix te dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu me dis de ma voix ? Tu vois, c'est vraiment ça. Et après, de connaître suffisamment bien la mécanique pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Alors, pas de devenir une Véronique Dicker ou un imitateur de talent, c'est pas le but, mais juste au moins pouvoir créer l'émotion qu'on veut et la couleur qu'on veut pour pouvoir être convaincant, être authentique, mais faire voyager les gens, parce que c'est le pouvoir de la voix. Et puis après, voilà, tout la même mécanique pour créer des conférences, créer des podcasts, voilà. Redonner confiance en sa voix pour ne plus avoir peur de prendre la parole au final, en fait. Ouais, c'est vraiment apprendre à se connaître pour maîtriser justement sa voix, quoi. C'est ça. Et pouvoir la travailler par la suite, en fait. C'est ça. Et on se rend compte qu'au final, quand on maîtrise sa voix, on a vachement plus de facilité à communiquer, parce qu'on n'a plus peur de prendre la parole, on n'a plus peur de défendre ses idées, parce qu'on sait qu'elles vont être amenées de la manière dont on veut. Et souvent, ah non, mais je vais pas prendre la parole, non, mais eux, ils sont mieux que moi, puis ils ont des meilleures idées que moi. Bah ouais, mais si tu maîtrises un minimum ce que tu veux dire et la manière dont tu vas le dire, tu vas pas avoir peur de tout d'un coup faire « Alors, donc c'est mon tour, moi je pense ça ». T'as plus peur, hein, parce que t'as peur de faire « Alors, et puis tu sais, les gens parlent par-dessus toi et personne t'entend, et puis bon, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Mais personne m'entend, en fait ». Mais c'est quoi c'est quoi qu'il y a en dessous de personne m'entend ? Personne m'écoute, j'ai pas de crédit, je suis pas intéressant. Il y a toute une thématique de dev perso qui est super intéressante. C'est de la confiance en soi, là. Ouais. Bah, bien sûr. Ouais.
Et donc, je pense que le vrai pouvoir de la voix, c'est justement de retravailler de manière hyper douce sur la confiance en soi, juste par le fait qu'on apprend à se connaître et on apprend à maîtriser un instrument qui a toujours fait partie de nous, en fait. Parce qu'on est né avec la voix. Et on apprend juste à « Ah, ok, bah en fait, si j'appuie sur ce bouton, ça fait tel son. Si j'appuie sur ça, j'ai une voix stable. » J'ai une de mes coachées qui a fait BFM il n'y a pas longtemps. Et juste de retravailler avec elle sur un petit exercice de respiration, tout simple, ça lui a vraiment permis de garder le leadership. C'est tout bête, hein. On a l'impression que respiration et leadership, ça n'a rien à voir. Et au final, pour elle, d'avoir vraiment bien replacé ça, ça lui a permis de ne pas perdre la main pendant le débat. Et ça fait toute la différence. Vraiment. Ouais. C'est clair que l'impact de sa voix sur cette typologie d'événements, entre guillemets, c'est super important, quoi. Ah bah, ça fait la différence. Tu sais, t'as un temps d'antenne, t'as un temps de parole. Et quand on voit les médias, il faut que tu fasses la différence pendant le temps où t'es là. C'est maintenant. Et si maintenant, t'as plus de voix, t'es trop impressionné, t'as la voix qui part dans tous les sens, t'es trop impressionné, trop tard. Ouais, et puis tu vas partir dans tous les sens, même niveau sujet, etc. Et exactement. Au final, le message final ne va pas du tout être retenu. Ah bah pas du tout. Donc, et puis c'est ton image après. Et je me dis, dans notre métier, le plus difficile est quand même notre image. Quand je veux dire ça, je veux dire notre crédibilité, notre si je veux dire autorité, mais c'est quelque part notre reconnaissance. On travaille beaucoup pour ça, pour être reconnu, avoir une bonne image, que les gens apprennent à nous connaître tel qu'on est. Et il suffit d'une fois où t'as la voix qui part en cacahuète et puis tu finis en gif Instagram. Surtout à la télé, ouais, c'est clair. Mais non, mais ça va trop vite. Tu finis dans le zapping. Tu fais des millions de vues sur TikTok et c'est parti. On prend comment elle s'appelle, qui était passée chez Evelyne Thomas avec je suis pas venue pour souffrir. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait rigoler ? C'est pas forcément la formulation. C'est la formulation, la posture et la voix. Parce que en fait, quand t'écoutes bien l'extrait, elle parle normal. Et d'un coup, elle fait « Mais je suis pas venue pour souffrir, ok ?» T'as la voix qui est trop bizarre tout d'un coup. Et c'est ça qui a fait rire les gens. C'est que d'un coup, il y a tout qui s'effondre, la formulation est drôle, la posture est drôle, ses yeux sont paniqués et la voix va suivre. Et de simplement savoir maîtriser sa voix, c'est se dire « Ok, même si ma posture peut se décaler parce qu'on est des humains, on a des stimuli extérieurs et forcément on réagit, la voix peut être sous contrôle. » Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est clair. C'est super intéressant. C'est un vrai apprentissage, cet épisode, tu vois, c'est super intéressant. T'es aussi une créatrice sur YouTube. Ouais. Tu publies beaucoup de contenu. T'as plus Écoute, faut ce qu'il faut. Ah non, mais c'est pas du tout un reproche. Hein. Non, mais je sais. Mais qu'on se le dise, YouTube, ça fonctionne comme ça. Il faut être là, il faut publier, et c'est comme ça que ça marche. Exactement. Et aujourd'hui, tu as plus de 62 000 abonnés, plus de 480 vidéos, sachant que tu as démarré sur YouTube en février 2021. C'est ça. Donc c'est super récent. Ouais. Et en même temps, tu grandis super vite. Donc c'est top. Et la typologie de ton contenu correspond complètement à ton business. Et c'est super cohérent avec ce que tu fais. C'est quoi justement ta stratégie sur YouTube et à quel moment tu t'es dit il faut que je me lance sur YouTube pour développer ma notoriété et mon business et ma légitimité aussi, entre guillemets, tu vois. Carrément. En fait, ce qui s'est passé, je refais pas le film, tout le monde a été dans la même galère, confinement arrive, moi j'avais développé une entreprise dans ma ville natale qu'est Strasbourg en Alsace. Et donc, en fait, j'avais mes petits coachings, j'allais dans les écoles, j'ai fait de la maternelle, j'ai fait des enfants troubles du comportement, j'ai fait des ateliers de gospel au CP, au collège, partout. Enfin, j'étais un peu au four et au moulin partout parce que j'adorais ça. Et du jour au lendemain, Covid arrive, je me retrouve sans boulot. Et tous les clients que j'avais, même personnellement, en coaching individuel que je recevais chez moi, j'avais aménagé une super salle de coaching, etc. Ils voulaient pas faire en ligne. Parce que en ligne, ça marche pas. Enfin, toutes les croyances, un petit peu, puis on était tous là-dedans, moi la première. Et donc, du jour au lendemain, il a juste fallu se réinventer. Et moi, mon pourquoi a toujours été, depuis toujours, quand j'ai créé mon association à Strasbourg avant mon auto-entreprise, le but de l'association, c'était rendre le chant accessible à tous. Donc, on a été dans les cités, on a parrainé des enfants pour qu'ils puissent chanter, etc. On a accueilli tout le monde, même ceux qui chantaient faux. Enfin, c'était à tous dans tous les domaines, autant financièrement qu'au niveau du niveau. Et en fait, pendant ce moment de confinement, je me dis, OK, comment je peux faire ça maintenant, pendant le confinement ? La première idée qui m'est venue, c'est que je me suis dit, OK, je vais organiser tous les jours un coaching sur Zoom, gratuitement, pour déjà permettre aux gens d'avoir un échappatoire, de pouvoir faire quelque chose pendant ce confinement de chouette. Et puis j'avais des thématiques sur la voix, etc. Et là, j'avais un coaching par jour, j'avais à peu près 15 places, j'avais limité les ateliers.
Et j'ai réservé les 50 places que j'avais pour la première semaine. Je crois en 1 heure, un truc comme ça. 50 personnes me font un mail, moi je veux m'inscrire, etc. J'en fais une 2e, puis une 3e, puis une 4e semaine. Et là, je me dis, bon, attends. Il y a un truc quand même, parce que c'est trop dommage, c'est que 10 personnes et toi, t'es là. Et je me dis, et si maintenant, j'enregistrais des vidéos et je les mettais sur YouTube et qu'en fait, les gens puissent y accéder quand ils veulent. Et je me dis, ça serait super intéressant. Et en même temps, j'étais là, ouais, mais non. Moi, les haters, les trucs, me mettre en avant sur YouTube, c'est pas mon délire. Je sais pas trop si ça va être mon truc. Puis, voilà, j'ai mis un petit peu ça de côté. Entre-temps, j'ai changé de ville, j'ai changé de vie. J'ai vendu toutes mes affaires. Je suis partie avec ma petite Golf. J'ai mis toutes mes affaires et je suis partie m'expatrier en Italie. Ouais, j'avais besoin de changer. besoin de changement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, non, il y a peut-être quand même quelque chose avec ce YouTube. On va essayer d'explorer ça. J'ai fait une formation, parce que ça s'apprend, YouTube. Je sais pas si tu sais, mais ça s'apprend. Et j'ai eu la chance d'avoir un incroyable mentor qui s'appelle Alexandre Cormon, qu'on connaît comme étant le numéro 1 du coaching love sur YouTube. Et j'ai eu la chance de le rencontrer aux États-Unis avant le confinement et de pouvoir bénéficier de sa super formation sur YouTube. Et donc, j'ai travaillé dur. J'écoute sa formation et puis il dit, il va falloir faire une vidéo par jour. Et là, moi, j'éclate de rire. Je dis, ouais, bien sûr. Ouais, déjà, je voulais pas faire de vidéo, là, une par jour. Oubliez-moi, c'est pas pour moi. Et puis finalement, ça a fait sens dans ma tête et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux réussir ? Tu vas aller au bout de ton projet ? Faut se donner les moyens. C'est que comme ça que ça marche. Donc, tant pis, je me suis assise sur ce que moi, je voulais depuis le départ. Et je dis, OK, il y a une méthode, on va la suivre. Religieusement, quoi. Il dit ça, on va faire ça. Et donc, au mois de janvier 2021, je tourne mes 60 premières vidéos. Sur 10 jours à peu près, Sur 10 jours, ouais. J'ai peut-être tourné 6 vidéos par jour. J'ai fait une vidéo, un pilote, où j'ai un petit peu envoyé à ma famille, voir ce qu'ils pensaient, etc. Donc, travail d'écriture avant le tournage. Gros travail d'écriture. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, en fait. Donc pas d'écriture. Full impro. Ah ouais, full impro. C'est-à-dire que je sais le thème que je vais aborder, je me fais des bullet points. C'est-à-dire... Voilà, une petite trame avec quelques mots-clés, ouais, exactement. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire mon titre Apprendre à chanter en 10 jours. Je vais dire, OK, dans cette vidéo, je vais parler de la respiration, je vais parler du twang, je vais parler des résonateurs et je vais parler des learning types, par exemple. Et donc, j'ai mes 5 points et puis ensuite, j'y vais en freestyle et puis c'est parti. J'avais juste écrit les fameux YouTube, les phrases YouTube, genre abonnez-vous, likez, un truc super naturel au début. Qui engage, quoi. Et moi qui avais l'habitude de faire de la scène, parce que j'ai fait des grands concerts devant des fois des 10 000 personnes, ce qui m'a hyper interpellée, c'est de me dire, mais attends, je parle dans une caméra. Où est la personne, tu vois ? Je me dis, mais je suis toute seule. C'est particulier, hein. Ouais. Ah ouais, même je parlais toute seule et je me dis, c'est trop bizarre. Et puis après, au bout de 60 vidéos, c'était bon, quoi. Mais c'est vrai que les premières, c'était un peu chaud. Et puis après, j'ai fait tout le processus moi-même. Il a fallu faire le montage. Je faisais déjà un petit peu de montage, donc j'avais la main. Et puis apprendre à faire des miniatures, apprendre à faire des optimisations, etc. Et puis voilà, l'aventure YouTube a commencé. Et puis c'était dans un moment où moi j'avais plus de contrat depuis 1 an. Et je me disais, mais comment je vais faire pour relancer ma boîte, quoi ? C'était vraiment chaud. Et puis au bout d'1 semaine YouTube, même pas au bout de 4 jours YouTube, je reçois ma première cliente qui me dit, je veux bosser avec toi. Grâce à YouTube. Et donc, j'avais 200 abonnés, j'avais 4 vidéos et première cliente. Et là, je me dis, ça marche. Tu dis, c'est un bon ratio. Ah, je me dis, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que ça va être après ? C'est ça. Et là, je me dis, non, mais ça va être un truc de ouf. Après, il y a eu 2 mois où il n'y a eu rien. Où je me rappelle encore en coaching de groupe avec Alex, en train de dire, au secours, mais Alex, ça marche pas. Et je le voyais me dire, mais Elena, YouTube, c'est du long terme. Ouais. Crois-y, courage, ça va le faire. Et puis, je me rappellerai toujours... Au bout de 3 mois de YouTube, journée mémorable, je crois que c'était le 3 juin, un truc comme ça, 2021, journée épique où en une journée, je signe pour 10 000 euros de contrat avec des clients. J'ai mes 1000 abonnés et je me rends compte que mon business est relancé, quoi. Et là, c'était une journée pour moi d'anthologie où je me dis, waouh, ça y est, je peux souffler, je peux manger autre chose que des pâtes, je peux mettre du chauffage. Bon, c'était le mois de juin, donc ça va, mais... Enfin, ça a été vraiment une période compliquée. J'en parle souvent aux gens qui disent « Ah, mais pour toi, c'est facile ». Je leur dis souvent « Faites gaffe » parce que j'ai commencé dans un 16 mètres carrés à Milan avec des gants parce qu'il faisait trop froid et j'avais pas d'argent pour mettre de chauffage. Et je mangeais des pâtes. Alors moi, ça tombe bien, je suis italienne et j'aime les pâtes. Donc ça tombe plutôt bien. Mais j'ai mangé beaucoup de pâtes. J'en ai vraiment mangé beaucoup. Mais c'était OK parce que je vivais ma best life. J'étais en Italie.
je redémarrais un truc qui me passionnait au final, parce que je me suis rendu compte que YouTube est vraiment devenu une passion pour moi, j'adore ça. Mais voilà, ça a été vraiment pas facile, parce qu'il a fallu continuer d'y croire, continuer de remettre de l'eau dans le moulin. Et aujourd'hui, on en est là et c'est incroyable, quoi. Donc, ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu retiens de ces 480 vidéos? C'est énorme en termes de quantité de contenu. Alors, dis-toi que 480 vidéos, c'est juste YouTube. Il y a eu des vidéos qui ont été postées sur Insta, sur Facebook. Mais à côté de ça, j'ai créé 5 formations en ligne cette année, là, en 2022. Donc, sur ces 5 formations en ligne, on est quasiment à 200 vidéos. Donc, si je mets tout bout à bout, en 1 an et demi, on est quasiment à 700 vidéos qui ont été créées. Très rapidement les 1000 dans les prochaines semaines. C'est ça. Qu'est-ce que je retiens de ça, c'est ça? Ouais. En fait, je retiens que à chaque fois, les personnes me disent « Non mais Elena, t'as un don pour la productivité, c'est un truc de fou. » En fait, je retiens juste que c'est de l'organisation. C'est de la méthode, quoi. C'est ça, c'est juste de l'organisation. Parce qu'au final, si tu répartis bien correctement tes tâches, ça fonctionne. C'est-à-dire que aujourd'hui, je continue de tourner et de publier une vidéo par jour. J'ai repris là depuis le mois d'août. Je viens là aujourd'hui, j'ai toute la journée. Hier, j'étais une journée full rendez-vous et coaching. J'étais pas sur YouTube, quoi. Donc, je pense que c'est un peu un mythe et un peu une croyance limitante pour les gens qui veulent pas se lancer de me dire « Ah, mais je vais faire que ça ». Non. Au début, ça va être dur parce qu'il faut prendre le pli, il faut prendre le rythme. Mais même aujourd'hui, j'ai des équipes qui m'aident. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui vient me filmer. Donc, j'ai le confort, la grande chance de juste m'asseoir, de parler. Il me filme et ensuite, il me fait mes montages. Donc, c'est quand même beaucoup de charge mentale en moins et beaucoup de travail en moins. Mais voilà, il faut passer les premiers mois difficiles. Et puis ensuite, après, on se fait aider, quoi. Donc, je pense que c'est juste le mot que je retiens, c'est organisation. Ça a été dur, mais selon moi, YouTube, c'est de l'investissement. Il y a quelqu'un qui en parlait, un de mes amis entrepreneurs qui en parlait il n'y a pas longtemps, et qui disait aujourd'hui, en 2022, c'est presque plus rentable d'investir dans une chaîne YouTube que dans un appart. Parce que nos vidéos nous ramènent de l'argent tous les jours. Là, les 400 vidéos, il y a de la monétisation dessus. Là, on se parle. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, mes vidéos YouTube me rapportent de l'argent. C'est quand même dingue, tu vois. Et c'est pas quelque chose où il faut refaire la peinture, où t'as des gens chiants dedans, tu vois. Ah oui, il y a des mauvais commentaires, ça arrive. Les gens chiants, tu peux les enlever. Voilà, mais tu peux les bloquer. Donc non, et puis c'est une belle aventure parce que je pense qu'on peut aussi avoir un petit peu un syndrome de l'imposteur à se dire « Ah ouais, mais t'as vu, moi, mes accompagnements, ils sont à tel ou tel tarif. » Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir se payer un accompagnement en ligne, peu importe le tarif. Et en fait, moi, ce qui me plaît vachement, c'est d'être restée fidèle à mon pourquoi, de rendre le chant accessible à tous. Et qu'aujourd'hui, partout dans le monde, pour n'importe quel milieu social, quelqu'un, à partir d'un smartphone et d'une connexion Internet, peut apprendre à chanter à partir de ma chaîne YouTube, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ouais, je pense que si je devais tout arrêter et ne garder qu'une seule chose, je garderais YouTube. Ouais, ça m'étonne pas. Pour la belle symbolique que c'est, le beau partage. Et ouais, c'est une belle aventure, franchement. J'ai discuté avec une dizaine de créateurs qui, justement, créent du contenu quotidiennement. Et du coup, ce mot organisation, à chaque fois, revient évidemment sur au sommet de tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as enregistré 60 vidéos en 10 jours, potentiellement, il faut se dire qu'il y a 2 mois de contenu, 2 mois d'avance, entre guillemets, même s'il ne faut pas se reposer sur ses acquis et dès les semaines d'après, continuer à produire. Donc, c'est super intéressant où à chaque fois, ce qui est clé, c'est la méthode, c'est l'organisation et c'est la fréquence. Les réseaux sociaux, si tu publies pas fréquemment, ça marchera pas. Ouais. Et surtout YouTube, où finalement, en fait, c'est comme une espèce de grande toile d'araignée. Il faut que tu te places partout sur tous les mots-clés pour que ça soit toi qui sois vu. Mais tu vois, c'est YouTube, mais ça fonctionne pareil sur Insta, sur TikTok. Enfin, j'ai un pote qui a fait un peu plus de 10 000 abonnés sur Insta en 2 semaines. Waouh, 10 000 abonnés sur Insta en 2 semaines. Wow. Que des Reels. Wow. Que des Reels sur des recettes de cuisine. Wow. Il s'est dit, je vais tester, je suis pas du tout cuisinier, mais je vais tester l'algo un peu, tu vois. Un peu en mode joueur. Wow, il était passionné de food, passionné d'Insta aussi. Du coup, il s'est dit, je vais publier que des Reels. Il a fait 10 000 abonnés en 2 semaines parce qu'il publiait peut-être 2 ou 3 Reels par jour. Donc en fait, tu vois, c'est la fréquence de contenu et la qualité, évidemment. Parce que, sûr. Si tu publies tous les jours mais que c'est nul, ça va intéresser personne. Mais le combiné qualité et quantité, c'est... Complètement. Et selon moi, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs aussi par rapport à YouTube, c'est qu'ils agencent pas bien leurs vidéos.
Parce que là, on parle d'abonnés, on parle de 10 000 en 2 jours. Moi, on parle de quasiment 65 000 en 1 an et demi. Mais en fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça a fait revivre mon business. Bien sûr. Et qu'en fait, il faut aussi penser que, bien sûr que YouTube, c'est super, on a une communauté, mais il faut le penser business. On n'est pas des influenceurs. On n'est pas des youtubeurs, on est des coachs. Et je pense que c'est l'erreur que je vois très souvent chez les coachs. Il n'y a pas d'appel à l'action. C'est pas penser business. Et du coup, derrière, ils font pas d'argent. Et c'est dommage. Parce qu'avec des toutes petites simples choses, on peut faire en sorte que les gens ont envie de passer à l'action. Et une chose toute simple, mais il y a des gens, ils pensent que les coachs ne sont que coachs sur YouTube. Ils n'ont même pas conscience qu'ils font du coaching ou qu'ils ont une entreprise parce qu'ils ne le disent pas. Moi, je le dis dans chacune de mes vidéos. Dans chacune de mes vidéos, je dis que je suis coach vocal, je donne un exemple de coaching et je les invite, s'ils ont envie eux aussi de se faire accompagner, à remplir un petit formulaire. Et tu vois, pour te donner un chiffre, aujourd'hui, en formulaire rempli, on est sur une bonne 30 par jour aujourd'hui. Donc ça nous permet d'intéresser vachement de monde parce que oui, bien sûr, c'est super de faire des abonnés, c'est super de faire des vues, c'est super, voilà, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse là derrière, c'est de me dire, bon, je vais faire vivre mon entreprise parce que non, je vis pas de partenariat et pas de monétisation encore. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait tourner une entreprise aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on paye des salariés ou des partenaires. Donc c'est important de le penser aussi en tant qu'entrepreneur, de l'agencer suffisamment correctement pour que ça puisse rapporter de l'argent. Ouais, c'est un canal d'acquisition et il faut l'exploiter parce qu'effectivement, on ne vit pas des YouTube ads, tu vois, à part si on fait des millions de vues tous les mois. Et encore. Ça, c'est réservé à très très peu de créateurs, une quinzaine, une vingtaine de créateurs en France peut-être. Donc non, c'est super important. Ouais, je pense qu'il y a un fantasme autour de waouh, elle a 60 000 abonnés, elle va faire 60 000 € par mois. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, c'est pas comme ça. Ça serait bien, hein, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est clair. Pour conclure un peu sur tout ça, est-ce que tu peux me parler de tes objectifs futurs? Encore une fois, c'est assez récent. Ouais. Mais du coup, le potentiel de ton business, de ton contenu est assez grand. Qu'est-ce que tu as envie, tu vois, de faire, de donner dans les prochains mois, prochaines années, tu vois? Alors déjà, très court terme, là, je me suis donné un challenge un peu perso. Début de l'année, je me suis dit, je veux mes 100 000. Donc, si tout se passe bien, j'ai ma plaque pour Noël. Voilà, je ferai une photo avec ma plaque à Noël si tout va bien. On verra. Non, ça, c'est un défi un peu perso. Moi, j'adore me lancer des challenges. Là, le prochain défi, et qui a été un rêve de petite fille, c'est le marché américain. Moi, je vais déménager aux États-Unis l'année prochaine. Et voilà, j'ai fait la CVT, qui est une école internationale qui me donne l'opportunité de pouvoir coacher partout et d'être ambassadrice de cette méthode qui attire énormément de personnes. Et ouais, ça c'est mon prochain challenge, mon prochain goal, si je peux dire, c'est de me dire bon, allez, maintenant, on va aux US, on fait sa place là-bas. C'est pas n'importe quoi, ça va être dur, mais moi j'adore les challenges et je me dis ouais, ça peut être un truc super intéressant. Sans oublier que j'ai toujours aussi cette envie de devenir une référence francophone, de continuer à aider les gens en francophonie, bien sûr, parce que je trouve qu'on a peu de... Enfin, je regarde sur YouTube, dans ma niche, j'en ai peut-être 5, quoi. Donc, c'est pas énorme. Aux États-Unis, des coachs vocaux, il y en a tous les coins de rue. Donc, voilà, j'ai pas envie de laisser tomber le public français parce que je sais qu'ils en ont besoin. Mais ouais, j'ai vraiment cette ambition internationale. Moi, j'ai toujours aimé ça. Depuis l'âge de 21 ans, je chante un peu partout dans le monde et je coach aussi un peu partout dans le monde depuis longtemps. Et ouais, j'avais envie de m'implanter. Je sais pas pourquoi, hein, c'est... je sais pas, je sais pas si c'est une ambition, mais c'est un truc hyper viscéral. Je me dis, ça me parle, quoi. Bah, c'est la next step, on va dire, tu vois. Ouais, en fait, au-delà d'être un next step, je sais pas, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Et c'est comme si je me dis, j'ai envie d'être fidèle à ce que je sens qui est bon et ce que je veux pour moi. Et c'est pas juste c'est pas juste une affaire d'ego ou de montrer à tous. C'est pas trop mon délire, mais c'est juste, je sais que c'est pour moi, je sais que j'ai envie de faire ça, on va le tenter. On verra bien si ça marche. Ça se trouve, je vais me planter, mais j'ai grave envie de le tenter. Donc, je pense que, ouais, mon next step, c'est ça. Et puis de continuer à aider les gens, quoi. Moi, ça reste mon goal numéro 1. Donc, autant on voit qu'en business, qu'en dev perso, c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui m'aide à continuer à me lever le matin. Donc, ouais, c'est une belle ambition.
Ouais, carrément. Je me fais pas trop de doutes pour ça. Bon, voilà, hein. On passe à la partie un peu bilan, avec 2 petites questions sur ton aventure. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? Dans mon aventure entrepreneuriale ? En fait, je pense que ce qui est le plus difficile, je pense pour chacun, c'est peut-être les faiblesses ou les casseroles qu'on traîne personnellement. Moi, je sais que dans ma vie perso, j'ai une grosse faiblesse et une grosse marque, une blessure, si je peux dire ça, de l'enfance et de toute ma vie par rapport au rejet. J'ai toujours été un peu différente, toujours été un peu en avance par rapport aux autres, un peu trop visionnaire. Et je sais que c'est quelque chose, du coup, où j'ai eu beaucoup de mal dans mon business parce que même sur YouTube, parfois, je pense que c'est ce qui me blesse le plus, souvent, de me faire rejeter. Et j'ai envie de dire, mais vous me connaissez pas. Genre, je suis quelqu'un de sympa, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose où il faut qu'on fasse attention en tant qu'entrepreneur. C'est que souvent, le business, on le prend un petit peu pour combler quelque chose... genre, moi, c'est le rejet, donc je vais faire un truc pour que tout le monde m'aime, comme ça, je serai plus rejetée. Alors moi, ça n'a pas trop été le cas et c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais souvent, on essaye de combler quelque chose de notre vie personnelle par notre business, et je pense que c'est une grosse erreur, et qu'il faut faire attention à nos blessures perso qui vont forcément avoir une résonance dans notre business. Et je sais que le plus dur pour moi, ça a été ça. Ça a été toutes les fois où on m'a un peu... on m'a un peu rejeté, on m'a pas accordé de crédit, on m'a mis de côté alors que j'avais vraiment quelque chose à défendre et j'estimais que ce que je faisais était vraiment chouette. Même encore parfois, ça reste un peu dur, je pense que c'est pareil pour toi, mais les mauvais commentaires ou les gens qui sont un peu virulents, parfois c'est un peu dur. Mais je pense que c'était ça le plus dur pour moi. Mais quelque part, j'ai vachement bossé là-dessus et je sais que j'essaye de faire en sorte que ça me touche de moins en moins et d'avancer malgré ça. Mais on a tous la petite faille et je sais que celle-là, c'est la mienne. Donc c'est important de se connaître pour pouvoir rebondir dessus. Et c'est important aussi d'arriver à sortir du schéma, tu vois, parce qu'on est évidemment marqué par nos premières années d'existence. Ouais. Tu vois, dans un des derniers épisodes, un entrepreneur m'a conseillé un livre, alors je sais plus du tout le nom, mais je pourrais te le donner, où justement c'est un livre qui raconte le parcours d'une personne qui arrive à sortir du schéma un peu familial, etc., d'arriver à penser ses blessures, entre guillemets, tu vois, même si c'est un chemin de vie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui entreprennent limite par haine, par vengeance, tu vois, entre guillemets. J'en ai déjà eu dans le podcast. Se dire, j'ai envie de tout casser parce que mes parents ne m'aimaient pas, etc. Tu vois. Et c'est vrai que ça peut être un moteur pendant plusieurs années, mais il faut pas que ce soit une fin en soi, sinon ça peut t'autodétruire, entre guillemets, tu vois. Et ça détruit les gens, souvent, qui sont autour de toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis quelqu'un de très résiliente. Et je pense pas qu'un moteur négatif soit bon, en fait. Parce que, oui, ça va te donner un coup de pied aux fesses à court terme, mais ça doit pas l'être sur le long terme. Parce que ça peut brûler les gens qui sont autour de toi aussi bien que toi-même. Et les motivations sont pas forcément les bonnes. Donc, alors après, il y a peut-être plein de gens qui vont penser l'inverse, mais en tout cas, moi, c'est aussi mon avis, qu'il faut faire attention de pourquoi on le fait et de bien garder précieusement et au chaud des bonnes raisons de le faire, parce qu'au bout d'un moment, si c'est pas suffisamment positif et porteur, ça risque de nous emmener dans la mauvaise direction. Quoi. Et la deuxième question, un peu plus positive quand même, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ? Très bonne question. De quoi je suis la plus fière ? Je pense que je suis très fière d'être toujours restée fidèle à moi-même et d'avoir réussi à m'apporter moi-même, sans personne, ce que j'ai toujours rêvé pour moi. Donc j'ai été une petite fille qui a toujours rêvé de faire plein de choses et je suis très fière d'avoir réussi à me les apporter par moi-même, de pas dépendre de quelqu'un pour quoi que ce soit. Je te prends un exemple, mais aujourd'hui, si je veux aller dans un très beau restaurant, je peux le faire par moi-même. Là, je vais bientôt partir aux États-Unis, c'est par moi-même. Je me suis débrouillée toute seule et je suis très, très fière de ça. Je dis pas qu'il faut pas demander d'aide aux autres, mais je suis très fière de ne pas dépendre de personne et de ne pas être redevable de tout ce que j'ai. De pas me dire, tout ce que j'ai, c'est grâce à mes parents, même s'ils ont été super avec moi et j'ai de la chance d'avoir des parents incroyables. Mais... je suis très fière de ça, de regarder la petite fille que j'étais et de dire, tu vois, on l'a fait.
On continue et tu vas voir, on va encore faire des choses super extra, quoi. Je suis fière de ça. Mais tu vois, sur cette question de la fierté, c'est important de se rendre compte du chemin parcouru aussi. Clairement. Tu vois, la Elena fin 2020 et celle d'aujourd'hui, rien à voir. Actuellement, rien à voir. Tu vois. Et potentiellement, celle dans 6 mois, 1 an, rien à voir aussi. Tu vois. Ouais, complètement. Non, c'est important et souvent de faire des zooms arrière, de se dire ok, pause. Il y a un truc qui marche pas aujourd'hui, ça me prend la tête. Mais en vérité, si je dézoome juste 2 secondes, que je regarde ce que j'ai déjà fait, c'est bon quoi. C'est largement suffisant, donc c'est ok. Ouais, je pense que c'est important. C'est clair. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Waouh. Partie que j'aime bien. Génial. J'aime toutes les parties, mais celle-ci est cool. Génial. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ? Ouais. Je pense que la rencontre qui m'a particulièrement marquée, c'est quand j'avais 15 ans. J'ai rencontré lors d'un stage d'été un très très grand chanteur et qui est aussi pasteur, qui s'appelle Marcel Bungu. Ça doit pas te parler. C'est un très très grand chanteur de gospel. Et j'ai eu la chance à l'âge de 15 ans de faire un stage de soliste gospel avec lui. C'est-à-dire j'apprenais les techniques de soliste gospel à cet âge-là avec lui. Et j'ai été profondément marquée par l'humilité du mec. C'est-à-dire le gars, il vient d'Afrique, il s'est battu toute sa vie pour être qui il est, pour voyager dans le monde. Il a fait des concerts partout dans le monde, il est reconnu partout dans le monde. Mais en fait, le gars, il est archi humble, quoi. Et moi, ça m'a transcendée. Et je pense que ça a changé une partie de mon existence, de me dire, ça existe des gens qui ont des carrières incroyables et qui ont un cœur. Et je pense que ça a été toujours mon goal de me dire, ouais, tu vas bosser dur. Mais attention, Elena, garde ton cœur. Parce que c'est ça le plus important. Et j'ai envie que moi aussi, un jour, on me dise j'ai été touchée par la carrière d'Elena, mais surtout par son cœur. Et quand je vois ce mec-là, qui est encore vivant et que j'admire beaucoup, ouais, je pense qu'il a été un turning point pour moi, qui chantait déjà. À cet âge-là, j'avais déjà un album, je faisais déjà des concerts, j'étais déjà super active. Mais ça a été une belle leçon et une belle claque de me dire, punaise, avec sa carrière, il est aussi humble, il est aussi attentionné envers les autres. Chapeau, quoi. Franchement, chapeau. Ok. Et encore une fois, pareil, c'est l'importance des rencontres et des mentors, tu vois, qui vont faire que potentiellement, lui, il t'a permis de découvrir tel ou tel sujet, etc. C'est super important. Est-ce que tu as un conseil à me donner pour travailler ma voix ? Parce que maintenant qu'on discute depuis... Les formations professionnelles, attention. Bien sûr. Alors, forcément, le conseil, alors, il est bateau et pourtant, il est super important, mais la base, le socle, on va dire, de la voix, c'est bien travailler sur ce qu'on pourra appeler, de manière un petit peu bateau, la respiration. Moi, j'aime pas trop parler de respiration parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une respiration ? Inspirer, expirer, on le fait tous les jours, t'as pas besoin d'apprendre à le faire. Là où c'est super intéressant, quand on décortique un peu la respiration de la voix, et le terme que j'aime beaucoup là-dedans, c'est le soutien, pour plein de raisons. Mais la symbolique du mot soutien, c'est qu'en travaillant ton soutien, tu vas te sentir soutenu, en fait. Et la symbolique de se sentir soutenu quand on prend une prise de parole, c'est carrément cool. Et qu'est-ce que c'est le soutien ? C'est juste de pouvoir travailler convenablement avec ses muscles. La voix, c'est un instrument, c'est un moteur. Tu vas avoir des muscles qui vont te donner de l'énergie, tu vas avoir une soufflerie avec tes poumons. L'air va arriver sur les 2 cordes vocales qui vont créer un son et ensuite ça va résonner dans ta tête, dans ta gorge, etc. Donc bien évidemment qu'il y a plein de choses, plein de paramètres jolis à mettre en place. C'est comme les guirlandes avec le sapin, sauf que si le sapin il est bancal comme la tour de Pise, t'as beau mettre des boules, elles vont tomber, quoi. Donc il y a le socle qui pour moi est représenté par le soutien et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à placer. Et quelque chose de très simple et qu'on fait vraiment pas souvent, c'est juste de penser à utiliser premièrement son ventre, parce que c'est pas un mythe. La respiration abdominale, c'est vraiment la base. Et la deuxième chose, c'est que la respiration abdominale, elle fonctionne d'une manière très simple. Quand tu parles ou quand tu chantes, tu contractes ton ventre. Et dès que t'as fini, tu relâches. Et le fait de relâcher son ventre, c'est quelque chose qu'on fait jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a appris aux filles que pour être bien vu, il fallait rentrer le ventre parce qu'il fallait surtout pas qu'on montre qu'on est des bourrelets ou je ne sais quoi. Quand tu vas à la plage ou à la piscine et que tu te lèves de ta position latérale pour aller dans l'eau, qu'est-ce que tu fais la première chose ? Tu rentres ton ventre en mode personne va voir que j'ai abusé sur les beignets ou je ne sais quoi, j'ai mangé les carottes depuis 6 mois, les mecs, c'est bon.
Donc, tu rentres ton ventre. Et en fait, du coup, ce ventre, il est tout le temps verrouillé et on prend jamais le temps de le relâcher. Ou tu relâches ton ventre de manière hyper inconsciente quand tu dors, quand t'es devant la télé un peu affalée, ou quand t'es dans un bain, un truc hyper relaxant. Et ça, pour moi, c'est la base, de vraiment bien apprendre à contracter son ventre au moment où on veut parler, et ensuite, vraiment penser à le relâcher. Je sais pas si t'essayes là, mais essaye voir de relâcher complètement ton ventre. Genre le plus possible. C'est dur, hein. Grave. Ah ouais. Je te vois genre là, attends, il y a un truc qui se passe. Je sais pas là. quoi faire. Vraiment, on le fait pas particulier. consciemment, et pourtant c'est super important. Donc contracter le ventre, ça va. T'arrives à le faire? Monte les abdos. Ouais. Tu sais, comme gainer, pareil, quelqu'un t'attaque. Moi, j'ai fait du Krav Maga. Quelqu'un t'attaque dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Boum, tu gaines pour que si le gars te met un coup, tu puisses l'anticiper. Mais relâcher. C'est ça, et puis pour pas être en apnée aussi, tu vois. Où là, Absolument. ça va être terrible. Et en fait, le fait de relâcher le ventre va te créer un appel d'air naturel. Et ça, c'est top parce qu'en fait, t'as pas besoin d'inspirer. Je vois beaucoup de gens faire des... où tu fais des inspirations conscientes. Et en fait, quand tu relâches ton muscle, une espèce d'appel d'air qui se fait automatique. Donc, un petit exercice, si tu veux, comme ça, pour le podcast, pour nos auditeurs, juste pour apprendre à contracter et relâcher rapidement. Ça peut être un espèce de... Tu peux essayer de faire ça. Génial. Mets juste la main sur ton nombril et tu vas juste accompagner et vérifier que ton ventre va vraiment vers l'intérieur. Génial. Tout petit mouvement, c'est parfait. Encore une fois, sur un... Génial. Top. Tu vois que tu contractes et que tu relâches. C'est complètement inconscient. Mais en fait, tu contractes pour amener vers l'intérieur ton ventre. Ensuite, tu relâches. Okay. On fait-le encore une fois. Ouais, carrément. Est-ce que tu inspires à un moment donné, là? Ouais. Est-ce que c'est... tu penses à inspirer ou pas du tout? Non. Ça se fait complètement inconsciemment. C'est fou, hein? Ok. Parce qu'en fait, on a besoin de penser au moment où on sort notre son, mais pas forcément au moment où on inspire. Et je sais qu'il y a le mythe de... Alors attends, je vais commencer à parler ou à chanter. Ce truc-là, c'est pas du tout utile, quoi. Au contraire, on relâche, on se met bien, et ensuite, quand je veux prendre la parole, tac, je me dynamise. Super conseil. Un petit exercice. C'est cadeau. C'est ça. La dernière question avant de passer à la dernière partie, Ouais. c'est qui ta grande source d'inspiration du moment sur ton métier? Je sais que les sources d'inspiration évoluent au fil du temps, tu vois. Ouais. Mais pour toi aujourd'hui, c'est qui t'inspire le plus? C'est une super bonne question. Forcément, j'ai envie de te parler de la fondatrice de la CVT, de Catherine Sadoline, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire pour son rayonnement, en fait. Parce qu'elle a monté une méthode complètement dingue, parce qu'en fait, elle a été voir à Londres, elle est danoise, elle a été voir à Londres la meilleure coach qu'on lui a conseillée. Et il s'est retrouvé la situation que elle arrive là-bas, elle comprend rien. Elle arrive là-bas, elle savait pas chanter, elle avait une voix qui faisait ça, elle avait pas du tout d'amplitude vocale. Elle n'arrivait pas à aller dans les graves ni dans les aigus, elle avait une toute petite partie dans sa voix qu'elle pouvait utiliser, et elle comprend rien. Elle se dit non mais attends. Et là, elle se met dans les livres et elle dit je vais créer un truc que moi je comprends avec mon cerveau un peu plus mathématicien et pas trop artistique. Et en fait, je me dis, elle est partie d'un moment où tout le monde aurait pu se dire, bah, tu sais quoi, c'est pas pour moi. Elle a pris ce truc-là de c'est pas pour moi et elle en a fait aujourd'hui, des années après, une école qui permet d'ouvrir à l'international et de rayonner partout dans le monde et d'ouvrir des portes inespérées chez des gens qui pourraient jamais qui pensaient pas pouvoir chanter, quoi. Donc forcément, c'est mon modèle parce que tu te dis, elle a consacré sa vie à ça. Elle a, je pense, changé la vie d'énormément de personnes. Et ça m'inspire, vraiment pour ce courage qu'elle a eu de jamais lâcher l'affaire, en fait. Elle s'en est pris plein la tronche et elle n'a pas lâché. Et aujourd'hui, elle est la méthode numéro 1 dans le monde, autant par le nombre de coachs qui a été formé que par les résultats. Ils ont soigné, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, des nodules. Non. Des nodules, c'est une espèce de pathologie vocale où normalement, depuis des années, on te dit que quand tu as des nodules aux cordes vocales, tu dois absolument opérer. Et bien la CVT, ils ont fait des travaux pour qu'aujourd'hui, avec une routine particulière d'exercice, tu puisses soigner tes nodules sans opération. Dingue. Complètement fou. Et je me dis, c'est dingue parce que ça m'inspire dans... Alors, je serai jamais... je vais pas inventer de vaccin ou je vais pas inventer de choses là. Elle le fait très bien et c'est super. Mais
ouais, de pouvoir comme ça changer les choses, changer une génération, ça m'inspire. Et je me dis, moi, je le ferai à mon niveau, avec peut-être mes armes à moi, qui sont pas la recherche, par exemple, c'est pas mon truc. Mais ouais, ça m'inspire de pouvoir faire la même chose avec moi, mon talent, en fait. Moi, mon expertise. Et le fait d'être précurseur aussi sur ces métiers-là, finalement, il y a quand même, je pense, en France, très peu de gens, peut-être, qui parlent de ces sujets, de la manière dont tu le fais, tu vois, sur YouTube. Ouais, alors, sur YouTube, je suis la seule. Avec la CVT, du moins, en français, je suis l'une des seules. Donc, c'est sûr que c'est super neuf. Hein, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu tellement de personnes qui m'ont rejoint, parce que je pense que ça a répondu à beaucoup d'interrogations et ça a été une attente de beaucoup de personnes. Et ça a répondu à plein de problématiques. Mais ouais, ce côté précurseur est super intéressant. Et moi, ça me plaît bien aussi, effectivement. Et c'est pour ça que je me bats aussi beaucoup pour les entrepreneurs. Parce que je me dis, punaise, j'ai vraiment envie de leur faire prendre conscience du pouvoir de la voix. Et d'être potentiellement aussi un précurseur dans ce côté d'accompagner les entrepreneurs dans la voie. Ça m'intéresse. Hein. Bah, c'est super intéressant. Je pense qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs vont être super intéressés par ça, tu vois, c'est sûr. Là, je vois que dans ta tête, tu vois des noms. Bien sûr. Mais je ne citerai personne. C'est ça, exactement. Non, épisode, numéro. Je pense vraiment que tout le monde est concerné. Bah, bien sûr. Et tout le monde peut apprendre vis-à-vis de ça. Enfin, c'est... Ouais, carrément. Enfin, même les plus gros entrepreneurs français, potentiellement. Enfin, pour citer par exemple Xavier Niel, tu vois, quelqu'un de très introverti, très grand entrepreneur. Bien sûr. Et je pense que je suis pas certain qu'il maîtrise à 100% sa voix, tu vois, potentiellement. Ouais, et c'est là que tu te dis qu'il y a quand même des gens, ils ont déjà tout, et si seulement ils avaient ça en plus. Tu vois, j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais ma voix parlée, ça va. Par contre, ça me ferait trop kiffer de chanter Beyoncé, quoi. » Tu sais, mais genre à huis clos pour l'instant. Mais c'est genre le moment lâcher prise, le moment exutoire. Vas-y, mets-moi My Heart Will Go On, quoi. J'ai envie de chanter Titanic, Jack. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu exutoire comme ça qui est extra dans la voix. Et ouais, ça, c'est un petit secret que je t'ai partagé, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça à huis clos. C'est, vas-y, on va chanter un truc un peu improbable, de trucs de diva, tu vois, fais-moi chanter Maria Carey. Mais ouais, je pense que ça libère et ça leur fait du bien de faire autre chose que du business, en fait. Exactement. Et on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. Ouais. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors, j'ai un livre, et figure-toi que je l'ai même ramené, parce que c'est un livre que j'ai découvert, très honnêtement, il n'y a pas très longtemps, et qui, moi, m'aide énormément dans ma quête de me dire « Ok, je suis une performeur, ok, je suis une entrepreneur, mais je suis qui ?» Et de pouvoir quelque part me traquer moi-même, d'apprendre encore plus à me connaître, parce que selon moi, plus je sais qui je suis, plus je vais avoir un impact dans ce que je fais. Donc, si tu me permets, je vais aller le chercher, comme ça je te montre le livre que c'est. Donc, c'est un livre qui s'appelle Burn After Writing de qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Je crois qu'il y a juste des éditions. Ouais, éditions françaises, Contredire. Et en fait, c'est un livre un peu, si je le montre là comme ça, un peu interactif en fait. Parce que tu as ton passé, ton présent, ton futur. Et en fait, tu as des questions à répondre. Je te prends la première question, mon premier souvenir. Enfant, je rêvais de devenir. Ce qui me manque le plus quand je me tourne vers le passé. Ça permet de faire une espèce d'introspection ultra forte. Ah voilà, il y a le nom qui est là de l'auteur, c'est Sharon Jones. Et ouais, pour moi, c'était super important. Je suis pas une très bonne lectrice, honnêtement. C'est pas mon truc. Je casse un peu l'idée de l'entrepreneur parfaite qui se lève à 5h du mat, qui prend une douche froide, qui écoute Tony Robbins, qui va courir avec un podcast dans les oreilles. C'est du cliché, ça. C'est pas trop mon truc, tu vois. Pareil, je lis pas 18 livres par semaine. Moi, je m'ennuie, en fait. La lecture m'ennuie beaucoup. Donc, je suis pas très bonne lectrice, mais j'aime ce genre de livre un peu challengeant, qui va chercher des trucs chez toi, qui te remettent un petit peu en question. Un autre livre qui m'a beaucoup, beaucoup impacté, c'est Les 5 langages de l'amour. Pour me permettre de comprendre quel est mon fonctionnement, quel est le fonctionnement des autres envers moi, et comment je fonctionne avec les autres. Ça a été super fort pour moi. Bah écoute, merci pour la reco. C'est avec cool. Plaisir. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Alors le film, forcément, que je te conseille et que j'adore, c'est Burlesque. Est-ce que tu connais Burlesque ? Non. Non, mais il faut que tu regardes Burlesque. Alors, déjà, une de mes chanteuses préférées, Christina Aguilera. Tu connais Christina Aguilera ? Fantastique. Tu connais Cher ? Oui. Voilà, parfait. Les deux sont dedans. Non, ce film est incroyable. C'est l'histoire d'une petite campagnarde qui chante super bien, qui décide de se barrer, d'aller dans la grande ville, de chanter dans un cabaret.
C'est cucu à mort, mais qu'est-ce qu'on kiffe, quoi. Et je pense que moi, c'est un peu un rêve inassouvi, quoi. Je pense que si j'étais pas devenue coach, je me serais pareil barrée. Alors, pas en France, je pense, barrée aux États-Unis, dans un petit cabaret, et j'aurais été avec des plumes, et j'aurais chanté tous les soirs, quoi. J'aurais adoré faire ça. Donc, ouais, j'adore ce film. Burlesque. Les chansons sont trop bien, donc il faut que tu regardes ce film. Ok, bah écoute, promis, j'irai voir. Je te ferai mon feedback. Tu me feras un feedback. C'est quoi ta musique du moment? Ma musique du moment, j'en ai... Qui te booste un peu en ce moment. Ouais, j'en ai plein. Alors, j'en ai plein. J'ai une playlist boost. J'ai autant du Shania Twain, de I Feel Like a Woman, tu vois, I'm going on tonight, I'm feeling alright. De manière générale, c'est un peu le truc girl boss, tu vois. Pareil, le I'm Survivor des Destiny's Child, enfin des trucs un peu boom, ça y est, c'est moi, quoi. J'adore. Parce que c'est le moment pour moi où la musique te donne archi confiance. Tu te lèves le matin, franchement, tu te lèves du pied gauche, voilà, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah, c'est bon. T'as plein de trucs à faire, il s'est passé des trucs dans le business, ça marche pas, tu te mets ta playlist préférée, ça repart, quoi. Mais la chanson, je pense, qui m'accompagne depuis des années, c'est une chanson que j'adore d'un autre film. Alors, j'ai pas trop aimé le film, mais j'ai adoré la BO. C'est The Greatest Showman. Tu connais ce film? Ça me dit quelque chose. Hugh Jackman et compagnie. Ah, yes, ouais. Bref. La chanson que j'adore, c'est This Is Me, qui dit, en gros... j'ai toujours été mise de côté, moi, blessure du rejet, totalement moi. Mais là, c'est bon, je suis là, quoi. C'est moi, et si ça te pose problème, c'est pas grave. J'adore cette chanson. Donc ouais, mais là, c'est ma chanson universelle de toujours, je crois. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes? Ah bah, t'as reçu Alex? Non. Ça a failli se faire, mais on a eu des problèmes de disponibilité. Il faut que tu invites tonton Alex Cormon. Non, mais vraiment, okay. C'est un gars archi inspirant, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc forcément, j'ai envie de te dire Alex. Et puis après, bien sûr, je connais énormément de super entrepreneurs. J'ai envie de te citer Romain Collignon. Okay. Peut-être que tu connais. Non. Qui est un entrepreneur à succès, qui est un gars extra, qui a le don de fédérer les gens autour d'une cause, un gars extra. J'ai envie de te citer aussi une de mes copines, Brenda Boukris, okay. Qui est incroyable, pareil. Elle a une école sur la féminité qui est géniale. Donc, ouais, il y a plein de petites personnes hyper inspirantes qui mériteraient d'être à ma place. Donc, ouais. Carrément. Super, bah, je note ces recos. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, okay. C'est quoi pour toi un entrepreneur? Je pense que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui a pas peur d'y aller. Ça va être dur, ça va être galère, il va y avoir des challenges, mais on y va. Et pour y aller correctement, il faut savoir se remettre en question. Mais de jamais perdre l'envie d'y aller et de rester déterminé. Je pense que c'est ça pour moi. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Génial, merci. Merci à toi pour cet échange, c'était très cool. J'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment génial, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup aussi. Ah bah parfait. Et ça me tu donne fais pas envie ton exercice ouais, exactement. Ouais. Je vais le répéter et je vais essayer de travailler ma voix. Eh ben, donc j'espère que toi qui nous as regardé ou qui nous a écouté, ça t'a plu aussi. Et puis on te retrouve sur tes réseaux sociaux, on les mettra en description. Génial, merci. Et à très vite. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.